Donc, bonjour à tous, hein, bienvenue à ce nouveau webinaire, hein, qui sera consacré au calcul des assemblages tubulaires directement dans C-Ingénieur conformément à la norme, donc à la norme Eurocode 3 partie 1.8. Avant de commencer, quelques infos pratiques. Donc les micros des participants seront désactivés pendant la conférence, hein, donc pendant le webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans la fenêtre dédiée. Et enfin, ce webinaire sera bien sûr enregistré et sera disponible d'ici 1 à 2 semaines sous notre chaîne YouTube de SIA. Donc, je suis Dimitri Desromeaux, je serai le présentateur de ce webinaire aujourd'hui et je comme fonction donc d'ingénieur support au sein de SIA, au support. Euh, donc, le contenu de ce petit webinaire sera consacré, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur comment créer les assemblages tubes avec SIA Ingénieur et comment SIA va faire ses contrôles de ces différents tubes, donc plutôt de ces différents assemblages, suivant la norme dédiée, donc qui est l'Eurocode 3 partie 1.8. Donc, en deux mots, le contenu de ce webinaire, donc on va se diviser en trois parties distinctes. Donc, on va commencer par parler un peu des configurations et des reconnaissances, donc à la reconnaissance automatique et les écarts et chevauchements. Puis nous attaquerons, on parlera un peu plus en détail des tests et de validation, donc avec la redistribution des moments de flexion causés par l'excentricité, les domaines d'application générale de la norme et les plages de validité également de la norme. Et enfin, nous finirons sur le contrôle de résistance, hein, donc le contrôle à l'ELU des assemblages tubulaires. Donc pour commencer, la configuration. Donc, comme vous le savez, la procédure de conception est définie par l'article 7 de la norme Eurocode 3 partie 1.8, qui peut être appliquée au type des joints spécifiés dans l'article 7.1.2 du tableau 7.1 de la norme. Ingénieur prend actuellement en compte, donc plutôt en charge, les configurations uniplanaires de type T, U, X, N, K, DY et DK. Donc j'ai repris ici une, une figure avec les différents assemblages repris par la norme et j'ai mis en évidence les différents assemblages qui sont reconnus par SIA Ingénieur. Maintenant, on va parler des reconnaissances automatiques. Donc, la reconnaissance automatique de la configuration dans Ingénieur est basée sur le modèle structurel, le modèle analytique aussi appelé un modèle analytique. Donc, la reconnaissance s'effectue bien sûr en plusieurs étapes. Donc, la première étape sera que la liste de tous les éléments sélectionnés sera créée. Les éléments dont la valeur du type de structure est la plus élevée seront marqués comme des éléments membrures. Donc, ici, j'ai repris un petit exemple. Hein. Donc, si la membrure, on veut déclarer la membrure euh, dans l'assemblage, donc on va associer à cette membrure un type qui sera de type membrure de treillis, qui va avoir une valeur de 95 ou de 100, ça dépend en fait. J'ai vu que entre la 21 points et la 22, on a un petit écart. Hein. C'est passé de 95 à 100. Bon, ça n'a pas trop d'importance ici. Et enfin, les autres éléments, donc qui seront les éléments de contreventement, vont être eux associés à des types contreventement avec une valeur de 90. Donc j'ai repris ici comment c'est représenté dans SIA. On reviendra un peu plus tard directement dans SIA Ingénieur à la fin de la présentation, afin que je vous montre comment associer ces types. Ensuite, pour chaque élément de type contreventement, un angle d'état respectif entre les éléments de contreventement et la membrure est mesuré. Si par contre nous avons des éléments ayant l'élément ayant l'angle delta le plus petit sera toujours marqué par l'élément du contreventement 1 et en fonction forcément du type d'assemblage tubulaire, on aura donc en fonction du nombre de contreventements bien sûr des angles delta supplémentaires seront également mesurés entre les contreventements adjacents. Je reprends dans cette slide la
l'algorithme en fait que SIA va utiliser pour reconnaître les différents types d'assemblage. Bien sûr, des tests de validation supplémentaires par plan doivent être effectués dans le modèle structurel. Les axes de tous les éléments doivent être forcément dans le même plan. Les membrures doivent être alignées, donc on ne doit pas utiliser, donc on doit avoir forcément la même excentricité. Et pour les configurations d'articulation de type T, Y, X, DY et DK, les éléments doivent avoir le même point d'intersection. Nous avons également des tests de validation supplémentaires pour les sections transversales. Euh, Là, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en fait, la seule section qui est reconnue pour faire des assemblages tubulaires, c'est la section circulaire. Donc, on appelle ça la forme code 3. Elle s'appelle comme ça dans Sciences Ingénieurs. Et les sections transversales des membrures doivent être également identiques. Des tests supplémentaires de validation de la géométrie sont également effectués sur le modèle structurel. Donc, les membrures continues sont reconnues, bien sûr, et les éléments de contreventement continu, alors, cependant, les éléments de contreventement continu et les éléments courbes ne sont pas pris en charge. Donc, deux petites notes, hein, si la configuration n'est pas reconnue, forcément, vous allez voir apparaître dans le logiciel SIA un message d'erreur qui va s'afficher lors de la saisie. Et par contre, l'utilisateur, également pour une seconde note, l'utilisateur peut également modifier la géométrie ou les attributs de l'élément lorsque l'articulation existe déjà. Si si l'utilisateur a fait un changement qui est reconnu par le logiciel, il n'y aura pas de problème. Mais par contre, dans le cas contraire, la configuration d'articulation il va passer de reconnu à une configuration non reconnue. Donc forcément, si c'est non reconnu, vous pouvez pas faire la vérification de cet assemblage. Maintenant, je vais passer aux écarts et chevauchements. Hein. Donc, on va bien respecter la norme, toujours suivant la norme. Donc, c'est l'article 1.5, c'est la figure 1.3 que j'ai repris ici dans la slide. D'anciens ingénieurs, ça sera seulement valable et affiché que pour les configurations de joints N, K et DK, hein, forcément. Hein. C'est dans ces types de joints qu'on va surtout retrouver tout ce qui est chevauchement et écart. Donc l'espacement et le chevauchement est calculé forcément automatiquement par défaut à l'aide de la géométrie du modèle ou le modèle analytique, et la valeur est indiquée dans les propriétés de l'élément. J'ai repris dans ce slide les formules de calcul de l'espace, du chevauchement et de l'excentricité qui sont basées sur une publication du CIDEC ou CIDECT, donc qui est le guide de conception des joints de section creuse circulaire sous charge statique prédominant. Donc c'est une publication de 2008. Et j'ai également repris donc le schéma pour les excentricités de joints définis donc suivant l'article 5.1.5 de la norme. C'est la figure 5.3. Donc toujours pour et enfin toujours et la fin de l'écart et chevauchement, l'utilisateur peut également est autorisé à saisir manuellement des charges d'espacement, de chevauchement ou d'excentricité directement dans les paramétrages de l'assemblage. Donc nous avons plusieurs options. En fait, l'option par défaut sera toujours à partir du modèle structurel. L'écart et le chevauchement sont calculés automatiquement à l'aide de la géométrie du modèle structurel et les éléments relatifs à l'excentricité, à l'espacement ou au chevauchement sont désactivés pour l'édition. Ensuite, il est possible donc de choisir nous-mêmes ou l'utilisateur peut choisir son excentricité. Donc, il va saisir directement l'excentricité dans la textbox et l'écart de chevauchement est calculé sur base de la valeur d'excentricité, bien sûr, définie par l'utilisateur. Et le sera, par conséquence, donc ces deux valeurs, l'écart et chevauchement, seront pas modifiables, bien sûr. La plage de validité de l'excentricité va se situer entre -1 et 1 mètre.
On peut également saisir l'écart ou élément de contact, hein, donc c'est pareil, la même remarque que l'excentricité. Là, c'est juste l'excentricité qui sera calculée automatiquement sur base des valeurs d'écart définies par l'utilisateur et désactivée pour l'édition. Dans ce cas-ci, la plage d'entrée qui sera valide, ça sera entre 0 et 1 mètre. Et enfin, le chevauchement, hein, c'est pareil, on peut saisir directement le chevauchement, et là, c'est l'excentricité qui sera calculée automatiquement par le logiciel. Donc, je reviendrai un peu plus tard pour montrer comment ça se comporte, hein, dans C Ingénieur à la fin des différents slides. Maintenant, on va passer à tout ce qui est test et validation. Donc, test de validation. Donc, on va parler dans un premier temps de la redistribution des moments de flexion causés par l'excentricité des éléments de contreventement. Donc, comme précise l'article 5.1.5.6 et l'article 5.1.5 5, donc quand je dis espace 6 et espace 5, entre parenthèses 6 et 5, hein, ce sont des notes donc de l'Eurocode. Alors, les excentricités se situent dans les limites donc indiquées dans l'article 5.1.5 note 5. Les moments résultants des excentricités doivent être pris en compte dans la conception des membrures de compression. Donc j'ai repris ici les deux, enfin l'article et les deux points qui sont mentionnés. Dans C Ingénieur, la redistribution pour ces cas est effectuée en plusieurs étapes. Donc dans un premier temps, le moment causé par l'excentricité des contreventements est calculé comme c'est pas des contreventements, excusez-moi, c'est des membrures, je pense, oui, est calculé comme suit. Donc avec la formule, hein, donc l'effort normal calculé dans le contreventement ou dans la membrure, l'angle entre le contreventement et la membrure, et l'excentricité du contreventement ou de la membrure. Bien sûr, le côté de l'élément est reconnu comme étant en compression si la formule ci-dessous donne un résultat positif. Les forces internes de la section respective, la plus proche du nœud de l'articulation, sont utilisées dans la formule. Donc voilà, la formule, je l'ai reprise ici, et avec, bon, j'ai repris également les différents unités, enfin pas les unités, mais les différentes définitions euh, des efforts. Bien sûr, si aucun élément en compression n'est trouvé, aucune redistribution n'est effectuée, un avertissement sera affiché dans la sortie détaillée du logiciel lors du contrôle de l'assemblage. Le rapport pour chaque côté de la membrure en compression est calculé en fonction du nombre de côtés de la membrure en compression. Donc, si vous avez un seul côté de la membrure en compression, le rapport sera automatiquement fixé à 1. Par contre, toutefois, si vous avez deux côtés de sa membrure, ils sont en compression, le moment causé par les excentricités de contreventement est également redistribué aux deux côtés en utilisant un coefficient de 0,5. Les moments additionnels pour chacun des côtés en compression d'une membrure sont calculés et ajoutés forcément aux efforts ou forces internes initiales du côté respectif. Comme spécifié dans l'article 5.1.5.8 de la norme, ces moments additionnels qui se traduisent par des contraintes supplémentaires sera pris en compte dans les déterminations des facteurs Km, Kn et Kp qui sont utilisés pour la conception des différents assemblages. Donc j'ai repris, bon, c'est pas très lisible sur la Japo, enfin plutôt le Japo, mais voilà, c'est juste pour vous montrer où ça peut se situer plus ou moins dans la norme. Hein. Donc c'est le tableau 7.2 et bien sûr aussi le texte qui est repris de la norme qu'on peut retrouver ici. Toujours comme précise l'article 5.1.5, mais là le point 7 de la norme, lorsque les électricités sont dans ce cas en dehors des limites indiquées dans le point dans l'article 5.1.5, donc le point 5, ou ou note 5, les moments résultants des excentricités doivent être quand même pris en compte dans la conception des articulations et des éléments. Dans ce cas, les moments produits par l'excentricité doivent être répartis entre tous les éléments qui se rencontrent au niveau de l'articulation, sur base de leur coefficient de rigidité relative. Là, je précise que dans C Ingénieur, aucune redistribution n'est effectuée dans ce cas et un avertissement est affiché dans la sortie détaillée.
en complément hein, de cette remarque, donc la redistribution des moments additionnels doit être effectuée de manière plus élaborée. Donc c'est une analyse FEM, donc qui peut être fait avec soit, donc j'ai pris un exemple ici parce que nous on utilise également, enfin on fait aussi également le support d'Idea Statica. Donc on peut faire cette étude sous, faire l'étude de l'assemblage sous Idea Statica ou un autre logiciel qui permet de faire du calcul aux éléments finis, type ANSYS ou SolidWorks. Maintenant, je vais passer au domaine d'application générale. Hein. Donc, comme spécifié dans l'article 7.1.1 de la norme, l'application de la méthode est valable à la fois pour les sections creuses formées à chaud ou formées à froid. Donc, suivant forcément, donc pour les formats chauds, on va plutôt soit être le N10-210 et les formats froids sur le N10-219. J'attire votre attention sur que cette application hein, ou cette note n'est pas vérifiée d'anciens ingénieurs et il est de la responsabilité de l'utilisateur ou de l'ingénieur de s'assurer que cette condition est remplie. Je rajoute également des points qui seront également vérifiés d'anciens ingénieurs, donc ça sera les critères généraux pour les éléments d'assemblage, toujours selon l'article 7.1.1 de la norme. Donc, il faut que la limite élasticité nominale soit inférieure ou égale à 460 mégapascales. Si la limite d'élasticité est comprise entre ces valeurs, donc entre 460 et 355 mégapascales, il y a une réduction qui sera faite de 0,9 sur la résistance. L'épaisseur nominale de la paroi des sections creuses doit être par contre supérieure à 2,5 mm. L'épaisseur nominale de la paroi de la membrure, par contre, des sections creuses, pareil, elle doit être inférieure à 25 mm, sauf si des mesures spéciales ont été prises. Le champ d'application général des éléments de jonction est indiqué donc toujours dans la norme, mais sur l'article 7.1.2. Donc je reprends ici les différents points de l'article 7.1.2. Donc les éléments en compression doivent être soit de classe 1, soit de classe 2. Suivant toujours alors là c'est par contre c'est suivant la norme Eurocode 3.1.1, donc ça il faut se référencer à quoi correspond la classe 1 et la classe 2 suivant cette norme. Et bien sûr on parle dans ce cas-là de conditions en compression axiale. L'angle entre la membrure et les éléments de contreventement ou les éléments de contreventement adjacents doit être supérieur ou égal à 30 degrés. Dans les assemblages à espacement, l'espacement entre les éléments de contreventement doit être supérieur à T1 plus T2. Donc ça veut dire que l'espacement entre les éléments de contreventement doit être supérieur à la somme des épaisseurs de ces deux éléments de contreventement. Sur la base des publications de Tata Steel, nous avons également une limite maximale à respecter qui était de 12 fois T0, T0 qui est dans la plupart des cas l'épaisseur de la membrure. Dans les joints avec à chevauchement, le chevauchement doit être supérieur à 25% afin de prévoir les soudures en place. Si le chevauchement est supérieur à 60% dans le cas de contreventement chevauché mais pas soudé, ou 80% dans le cas de contreventement qui se chevauchent mais dans ce cas-là qui sont soudés, on va avoir un avertissement demandant un contrôle de cisaillement supplémentaire qui va s'afficher directement dans le logiciel lors du contrôle. Lorsque les éléments qui se chevauchent ont des épaisseurs ou des degrés de résistance différentes, l'élément dont la valeur donc TI ou alors par exemple T1 fois FY1 est la plus faible doit chevaucher l'autre élément. Et lorsque les éléments du contreventement qui se chevauchent ont des largeurs différentes, c'est l'élément le plus étroit qui doit chevaucher l'élément le plus large. Donc, je précise ici que si un de ces tests que j'ai repris donc dans les diapos ici et celle-là n'est pas respecté, une erreur est affichée après un chapitre, donc plutôt dans le chapitre sur les tests géométriques et l'assemblage n'est pas contrôlé, bien sûr. Nous avons quelques exceptions hein, qui sont faites sur la limite d'élasticité à 350 mégapascales et l'excentricité et la limite maximale de chevauchement. Ces exceptions donneront lieu à des messages d'avertissement dans les parties de validation correspondantes. Enfin, toujours dans les plages de validité, suivant l'article 7.4.1, tableau 7.1, nous avons également des validités pour
Donc forcément, pour les assemblages CHS, donc toujours suivant la norme, il spécifie une gamme supplémentaire d'essais de validité pour les joints de membrure, donc CHS que je vous l'ai dit. Voilà, c'est le tableau que j'ai repris ici. Voilà, donc il y a plusieurs choses qu'on a déjà parlé dans les slides précédentes, hein, comme la compression avec les classes 1 et 2, le recouvrement, l'espacement. Donc forcément, tous ces éléments seront seront obligatoirement vérifiés par ces ingénieurs. Donc je précise bien que si l'un de ces tests ci-dessus n'est pas respecté, une erreur va s'afficher toujours dans le chapitre des tests géométriques et donne fin forcément au contrôle. Et en résumé, les sections il y a une section qui a été faite, comme expliqué tout à l'heure, dans les slides précédentes, sur la limite maximale et le chevauchement. Cette exception aura lieu forcément, comme expliqué également tout à l'heure, un message avertissement dans les parties de validation. Enfin, nous arrivons sur les contrôles de l'assemblage. Donc, comme vous le savez, donc les critères généraux pour les éléments en acier présents dans les joints de section creuse sont spécifiés dans la norme Eurocode 3 partie 1.8, donc c'est l'article 7.2.1, 1 et 2. Donc, les articles repris dans le 7.2.1, donc la note 1 et 2, donc la première note, ce sera les valeurs de calcul des forces axiales internes dans les éléments de confrontement et dans les membrures à l'état limite ultime, ne doivent pas dépasser les résistances de calcul des éléments déterminés, suivant l'Eurocode 3 partie 1.1. Donc, pour vérifier cela, l'utilisateur doit exécuter la vérification de l'acier. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut forcément vérifier d'abord vos différents membrures et contreventements avant d'aller vérifier l'assemblage. Si ça c'est fait, il y a la deuxième note, c'est les valeurs de calcul des forces axiales internes dans les éléments de contreventement à l'état limite ultime ne doivent pas non plus dépasser, ne doivent pas déplacer non plus les résistances de calcul de l'assemblage indiqué dans les tableaux de calcul. Donc on va reprendre le tableau 7.2, 7.5 et 7.6. Bien sûr, on reprend pas tous les tableaux parce que dans d'autres tableaux, c'est des assemblages qui sont pas reconnus par SIA. Donc on aura donc l'assemblage plan, donc là c'est donné par l'article 7.4.1, le point 1 de la norme, qui spécifie que dans les assemblages d'éléments de contreventement soumis uniquement à des forces axiales, la force axiale interne, donc NIED, ne doit pas dépasser forcément la résistance axiale de calcul de l'assemblage soudé, NIRD, obtenue à partir du tableau approprié. Donc là c'est le tableau 7.2. Le point 2, toujours de l'article 7.4.2 de la norme, spécifie que l'assemblage d'éléments de contreventement soumis à des forces combinées de flexion et axiale doit satisfaire les exigences suivantes. Donc j'ai repris la formule. Hein. Donc c'est le rapport entre les efforts donc axiaux plus les efforts flexionnels dans l'axe fort plus alors au carré plus les efforts flexionnels dans l'axe faible doivent être la somme de ces trois variables doit être inférieure à 1. Nous avons également un contrôle sur les contraintes des membrures, hein, donc pour les calculs des contraintes dans les membrures utilisées par la routine de conception des assemblages, les formules étendues de celles données dans l'Eurocode 3 partie 1.8, donc article 7.2.1.3, sont utilisées dans ces ingénieurs. Donc j'ai repris ici les deux formules qui sont données dans cette norme, alors plutôt dans l'article. Pour les joints de section creuse, donc CHS, CHS, hein, forcément, il n'y a que cette combinaison qui est possible dans SIA. L'ensemble des forces internes utilisées dans le calcul de la contrainte PED est présenté dans le chapitre des forces internes dans le résultat détaillé. Je vais parler maintenant un petit peu des identifications des éléments de contreventement. Donc c'est toujours repris de la norme. Hein. Donc les indices Hanché I hein, pour les éléments d'articulation sont décrits dans la norme Eurocode 3 partie 1.8, toujours la même chose, dans l'article 1.5, le point 4. Où l'indice I égale 0, ça sera désigné pour la membrure, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et après l'indice 1, 2, 3, 4 qui vont désigner les différents éléments de contreventement. Dans les assemblages comportant deux éléments de contreventement, I égale 1, ça va désigner normalement l'élément en compression, et l'élément 2 sera l'élément en traction. Pour un élément, pour un seul contreventement, donc on a I égale 1, bon forcément, hein, quand on a un seul contreventement, donc ça sera peut-être pour des
des assemblages de type T, dans ce cas-là, bon, forcément, on peut avoir de la compression ou de la traction. Ce qui, ce qui précède s'applique également à C-ingénieur avec plusieurs extensions. Donc, pour les assemblages X et Y, où le premier contreventement de la liste utilise l'indice I égale 1, et le deuxième contreventement de la liste utilise l'indice I égale 2. Pour le type des cas, avec tous les éléments en tension ou en compression, où le premier contreventement de la liste qui va être sous l'indice I égale 1, le contreventement du même côté de la corde que le contreventement 1 sera I égale 2, et tous les contreventements opposés seront donc l'opposé à I égale 1, ça sera I égale 3, et contreventement opposé à contreventement 2, donc I égale 2, ça sera I égale 4. Donc ça, c'est un peu je vais vous faire quand je vais vous démontrer dans C-ingénieur, je vais reparler un peu de ce point pour vous montrer un peu comment c'est généré. Et enfin, comme indiqué dans certaines configurations de joints ou d'assemblage, l'identification des contreventements dépend des forces internes réelles présentes dans les éléments. Donc, conformément aux spécifications de l'article 7.4.2 du tableau 7.6 que j'ai repris ici. Donc, c'est pour les assemblages de type DK. Certaines combinaisons de forces internes ne peuvent pas être concevables selon la norme et entraîneront une vérification de l'unité d'ancien ingénieur à 999. 999, oui. Cela s'applique également aux configurations des articulations KN lorsque les effets de charge sur les deux contreventements sont en traction ou en compression. Donc c'est la représentation qui est juste en dessous. Vous voyez que on peut pas avoir de la compression dans les deux contreventements, c'est soit un en traction et l'autre en compression. Si des forces internules sont trouvées sur les deux entretoises, alors c'est pas deux entretoises, c'est plutôt les deux contreventements, mais ça revient au même, dans une configuration de joint K et N, pour une certaine combinaison, cette combinaison sera évaluée avec une vérification à l'unité nulle et une note sera affichée dans le résultat détaillé. Nous avons ensuite donc tout ce qui est contrôle donc de résistance. Donc le résistance à la force axiale seule, donc comme donc le nom l'indique, on aura un contrôle de résistance axiale de conception des assemblages soudés entre les éléments de contreventement CHS et les membrures CHS. Et ça sera calculé conformément à l'article 7.4.2, c'est le tableau 7.2 et le tableau 7.6. Également la résistance au moment de flexion, qui est là, donc on va retrouver dans le tableau 7.5. Donc c'est résistance au moment de flexion des joints soudés, toujours entre eux, donc les entretoises ou contreventements CHS et les membrures CHS, est calculé conformément au point 7.4, à l'article 7.4.2 du tableau 7.5 de la norme. Et enfin, nous avons des types spéciaux d'assemblage soudé, comme spécifié dans l'article 7.4.2, le point 5 de la norme. Les types spéciaux des joints soudés indiqués dans le tableau 7.6 doivent satisfaire aux critères de conception appropriés spécifiés pour chaque type de ce tableau. Donc là, on a deux combinaisons d'efforts internes qui sont pris en charge pour les configurations de joints DK. Donc la première configuration, tous les éléments du contreventement doivent être toujours en compression ou en tension. Comme on voit sur la petite vue, on voit qu'on est là, dans ce cas-là, tout en compression, mais on peut aussi avoir l'inverse, soit en traction. La formule qui est donnée, qui suit, a été modifiée en fait de la formule qui est donnée dans la norme. Bon, c'est la même, c'est juste que nous avons réagencé la formule. Donc, SIA va aller chercher les différentes valeurs et va faire le contrôle. Et enfin, la deuxième possibilité, c'est les contreventements opposés en tension et en compression. Une vérification supplémentaire forcément de l'assemblage est calculée pour les cas où il y a des espaces de part et d'autre de la membrure. Voilà, donc je vais pas redire tout ce qui est mentionné, mais là c'est la deuxième formule qui est donnée également dans le tableau 7.5. Et enfin, nous avons la conception des soudures ou vérification des soudures. Donc, le calcul de la taille des soudures est basé sur la référence 35, donc qui est le CCS numéro 126, où la formule est dérivée pour un double soudure d'angle.
Comme il y a qu'une seule soudure forcément sur les éléments de contre-rendement, la valeur doit être multipliée par 2. La formule finale est donnée ici dans le slide. Donc c'est 2 fois FY fois bêta W qui est une constante, alors qui va dépendre du tableau. Ça, il faut se référencer à la partie sur les soudures. Le gamma M2 fois T divisé par racine carrée de 2 fois FU de la soudure, donc la limite ultime à traction, et gamma M0. Et tout ça, c'est multiplié par 2. Et A, elle représente la gorge, donc la profondeur de soudure. La taille de la soudure est calculée séparément pour toutes les entretoises ou contre-ventement et arrondie à la valeur supérieure et forcément est comparée à la valeur nominale de la configuration. Et c'est la taille finale de la soudure, la taille finale de la soudure sera le maximum de ces deux valeurs. Donc maintenant, je vais passer sur SCIA. Alors, est-ce que vous voyez bien le SCIA, si vous pouvez juste me confirmer? Ouais, parfait. Donc j'ai repris ici deux exercices. Enfin, là c'était un treillis, hein, donc avec juste avec du poids propre. Donc on peut aller voir. Donc j'ai lancé le calcul. On va aller voir vite fait, mais logiquement on ne devrait pas avoir de problème. Voilà, on a les différents efforts. Donc c'est logiquement SIA va reconnaître automatiquement, donc suivant les efforts, qu'il n'y a pas une incohérence. Alors attendez, je vais juste hop, c'est ça de l'autre côté. Hop, voilà. Donc avant toute chose, donc je vais juste enlever les résultats. Voilà. Ce qu'il faut faire, donc là on va prendre les deux treillis, enfin plutôt les deux membrures, et là ils ont bien été définis sur type membrure de treillis. Voilà. Et les contre-rendements, ils sont bien sur diagonale de treillis. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre diagonale de treillis en fait. Il faut avoir une valeur qui doit être inférieure à 100 à la membrure de treillis. Donc si vous prenez par exemple du chevron, bah, ça fonctionnerait également. Voilà. Ça, il va juste regarder en fait l'importance, donc c'est la valeur, c'est le numéro qui est ici entre parenthèses. Pour insérer un assemblage, donc bien sûr, il faut aller dans paramètres du projet et aller cocher l'assemblage acier et vous allez les retrouver directement donc dans acier et ici assemblage tube. Alors bien sûr, après vous avez également pour les assemblages ici configuration d'assemblage, c'est la même, c'est identique aux configurations acier. Et ici vous pouvez aller changer différents critères pour le calcul des différents assemblages. Donc là on va être sur ce type-là général. Voilà. Donc la seule chose qu'on peut faire ici sur les, les assemblages tubulaires soudés, c'est de dire pour les chevauchements, est-ce qu'on est dans le cas soudé ou non soudé, hein, donc c'est la limite entre 60 et 80%, comme expliqué tout à l'heure dans le slide. Donc après, pour appliquer donc un assemblage, on prend ici, on prend le nœud, voilà, échappe. Vous allez voir qu'il va mettre en surbrillance les éléments qui ont été reconnus. Voilà, c'est parfait. Et voilà. Et échappe, encore un niveau échappe, et là vous avez l'assemblage qui a été créé. Vous voyez que quand je vais sur l'étiquette de l'assemblage, je veux, comme tout à l'heure, comme j'expliquais tout à l'heure, la définition, je peux changer. Donc, je peux rentrer l'excentricité et l'élément de contact sera automatiquement calculé. Si je rentre l'élément de contact, l'excentricité sera grisée, donc elle sera automatiquement calculée. Et pareil pour le chevauchement. On a dit que le chevauchement et l'excentricité sera automatiquement calculée également. Donc moi, je vais me baser sur le modèle de structure. Et ensuite, on peut lancer la vérification. Voilà. Donc, je vais faire la vérification, par exemple, de tout. Voilà. Voilà. Je vais prendre, par exemple, celui-là. Actuel. Voilà. Et note de calcul. Présentation de note de calcul. Donc, ce qu'on va voir dans la note de calcul, je vais vous détailler un peu. Je vais ouvrir ça.
Je vais mettre ici pour bien voir. Donc, on a d'abord donc la configuration d'assemblage. Donc, il y a bien reconnu K. Donc après, forcément, on a tout ce qui est type de calcul, effort interne, LC1, ça, c'est pas nouveau. Après, on a dans un 1.1 qui seront les éléments de l'assemblage. Donc c'est un full d'éléments. Donc on aura la membrure, hein, donc il va reprendre l'élément, le type d'élément et les dimensions, les caractéristiques de cette membrure. La stabilisation 1, qui sera donc l'élément B11, et la 2, ce sera B10. Après, nous avons la configuration de l'assemblage. Donc forcément, on va reprendre les tableaux de dimensionnement. Donc ça sera suivant 7.2 et 7.5. Est-ce que vous avez des excentricités ou des éléments de contact? Les coefficients de sécurité partielle, les efforts dans le calcul, avec les efforts calculés, les excentricités, si on a des excentricités, les efforts d'excentricité. Voilà, on retrouve ici. Forcément, pour la membrure, la stabilisation 1 et 2. Les contrôles de validité, donc avec ici quand même une mise en évidence du résultat. Donc en rouge si c'est pas OK et en vert si c'est OK. Et là, on va retrouver donc les différentes contrôles de validité, hein, comme mentionné précédemment. Hein. Donc avec est-ce que la limite élastique elle est comprise entre 460 et 355 ou inférieure, est-ce que l'épaisseur est supérieure ou égale à 2,5, donc plutôt des membrures et également des stabilisations. Est-ce que la membrure, donc vous voyez que c'est bien T0, est inférieure à 25 mm, les angles entre les différents éléments, l'espacement. Voilà, ça c'était un autre point aussi. Puis nous avons également donc maintenant la résistance au calcul. Donc on retrouve ici les différents facteurs, hein, Kp, Kg ou Np, qui sont calculés. Les angles entre la stabilisation. Donc stabilisation, c'est le contre-rentement. Donc on a bien la résistance axiale qui est calculée, la résistance flexionnelle et le taux d'utilisation. Donc la formule qui était reprise, hein, donc c'était la formule, si je dis pas de bêtises, oui, l'article 742, 742, le point 2. Voilà, si on vous le retrouve ici. Pareil pour la deuxième membre. Alors pour la membre et aussi pour le deuxième contre-rentement. Donc nous avons après donc le contrôle unité, hein, donc sur la première stabilisation, la deuxième stabilisation, et enfin ici la soudure. Si je retourne sur le deuxième exemple, voilà. Donc là on est sur un de type DK, donc vous le voyez ici, hop, de type DK. Donc j'ai bien de la compression et compression partout ici. Là sur le deuxième j'ai la compression ici sur B136, B137 j'ai la traction. Et là, j'aurai de l'autre côté, j'aurai donc de la traction et de la compression. Donc on se retrouve bien, je vais reprendre le slide pour la deuxième, on se retrouve dans ça, voilà, dans cette configuration-là. Voilà. Et enfin, j'ai fait un autre exemple ici, j'ai repris un autre, et là j'ai mis de la traction, alors compression, traction, et là j'ai mis compression, traction. Donc c'est pas repris dans la norme. Et donc là maintenant si j'en la vérification, voilà, donc de tout. Cas de charge, toujours cas de charge. Voilà. Vous voyez qu'ici, bon là, on a un contrôle qui est positif, enfin qui est de 1,84 parce que ça passe pas. Là, 0,68 c'est OK. Et là, on a 999. Alors si je rentre un peu dans les détails de celui-là, présentation de note de calcul. Je prends peut-être actuel pour gagner un peu de temps. Oups. Voilà. Voilà. Donc là, on aura bien dans la note de calcul mentionné qu'il est impossible d'identifier les éléments stabilisants en cause d'une combinaison incompatible avec les efforts internes. Voilà. Donc si je prends maintenant celui-là, voilà,
accepter le lien. Donc pareil, même remarque que tout à l'heure sur le treillis. Nous allons avoir également donc le détail de tout l'assemblage, donc tous les éléments d'assemblage. Vous voyez qu'ici, donc la membrure, attendez, je vais mettre juste ici, voilà, comme ça. Ça, je vais mettre ici, et c'était celui-là qu'on vérifie, voilà. Parfait. Donc on a bien la membrure, c'est bien B135. B136, c'est bien le 1, elle est bien en compression. La 137, donc c'est la 137, c'est celle-là. Elle est bien en traction, elle est bien du même côté, et voilà. L'opposé, donc, à 136, c'est 138, elle est bien en 3, donc c'est 1, 3 et 2, 4. Donc là, je vais passer un peu plus vite ici parce que tout ça, ça revient au même que tout à l'heure. Donc les différents contrôles. Et c'est surtout le contrôle à la fin ici. Voilà. Voilà. Critères de dimensionnement pour type d'assemblage spéciaux. Donc on a bien ici N13, donc il va prendre une moyenne en fait entre 500 et 500, donc il va prendre 500. Et là, il va prendre entre 2 et 4. 2, c'était 400. 2, c'est 500 et 4, c'est 400. On a bien 450 qui prend bien la moyenne, comme demandé dans la norme. Et on a la vérification qui est faite ici. Si je prends maintenant celui-là, voilà, donc là on est N sur N et V sur V. Si je prends celui-là, on aura la formule de la première note. Voilà. Donc même remarque hein, pour la conception. Ici, voilà, on retrouve bien la formule qui est donnée ici. Voilà. Donc le 1,84, c'est le contrôle en fait pour les types d'assemblages spéciaux qui ne passent pas en fait le 1,84. Le reste, toutes les membres, la membrure plutôt et tous les contrôlements, y passaient les autres contrôles. Il y avait juste ce contrôle qui passait pas ici. Voilà, vous le voyez ici avec le résultat. Voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser directement support@sia.net.